monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Saisonnalité des produits vivriers, comprendre mieux les implications pour en subir moins les conséquences. Alors, qui n'a jamais subi ce genre de désagrément? Allez au marché, et vous également les hommes, on s'adresse à vous, et constatez que le prix a flambé. Soit on grève son budget pour l'acquérir tout de même, ou alors on renonce au produit, mais dans les deux cas, vous en convenez avec moi, c'est fort désagréable. Alors on fait comment? Alors c'est cette problématique à laquelle nous allons tenter de répondre ce soir. Comment ne pas subir en permanence les conséquences donc de ces variations de prix? Vous l'avez compris, nous parlons de produits vivriers et puis des personnes ressources sur le plateau, mais ça vous le savez, c'est le concept même de cette émission. Et puis monsieur et madame Tola vous représentent, nous représentent et ils dépeignent des scènes de vie. Voyons voir quels sont les déboires de monsieur et madame Tola, on se retrouve juste après. Combien de temps on tourne dans ce marché-là? Plus d'une heure. On a payé quoi? Regarde. On a payé quoi? On a payé quelque chose comme ça. Plus d'une heure. On tourne. Tu viens ici, c'est cher. Tu vas là-bas, c'est plus cher. Tu vas ici, on ne peut pas payer. Et avec ça, ton papa, lui, c'est gombo grillé, il veut manger. Gombo même qu'on ne voit même pas. Gombo, là, on écrit dessus 1 à 1000 francs. C'est ça, lui, il veut manger. Son grillé. Cette situation devient compliquée. Il faut me faire gombo grillé avec viande de mouton, avec viande... lui, là. C'est trompe d'éléphant, j'ai grillé pour lui donner. Hey, maman, faut pas dire ça. J'ai trouvé une solution. Comme nous ne sommes pas dans la saison du gombo, je vais faire une bonne sauce claire pour lui. Actuellement, la tomate africaine est moins chère. Tu peux même prendre la tomate concentrée pour remplacer la tomate fraîche. Oui, pourquoi pas? Et c'est ce qu'on m'a fait. Et puis, comme nous sommes là, nous pouvons acheter les produits vivriers en kilo pour déposer pour la semaine. Ça tombe bien. C'est 4 000 francs qui sont restés. Oui. Allons chez la dame qui faut kilo. Elles vont kilo. C'est mieux. C'est mieux. Allons là-bas. On a trouvé la solution. Je t'assure. Bon appétit à tout le monde. Merci, maman. Dieu. Du riz jaune. Le riz jaune de Madame Tola. Pardon, donne-moi ma monnaie. Tu attends de te servir. Il faut finir de manger. Tu finis, je te donne ta monnaie. Tu sais, l'argent est en sécurité dans la poche de son propriétaire. Donne mon argent, comme ça je vais bien digérer mon gombo grillé. Bien dit, papa. Bien dit, papa. Moi, je suis une voleuse. On est dans la même maison. Tu finis de manger, je te donne ton argent. De toute façon, tu penses que quand l'argent est avec toi, c'est ça, c'est la sécurité là. Dis-toi que l'argent est en sécurité avec moi aussi. Ça, c'est vrai, maman. Attends, t'en as quelqu'un. Ok. Bien dit, papa. Ça, c'est vrai aussi, maman. Il y a quoi? Aïe. C'est quoi ça? C'est une nouvelle variété de gombo grillé? Toi, tu ne peux pas comprendre. Il a dit, quand... Papa, nous ne sommes pas dans la saison du gombo. On manque au marché comme beaucoup d'autres produits vivriers quand nous sommes en saison sèche. Raison pour laquelle j'ai demandé à maman de te faire cette délicieuse soupe claire. Ah. Donc c'est toi qui commandes dans cette maison? Ok, non, comme c'est toi qui donnes les autres là, il faut donner l'argent des popotes. C'est toi qui donnes les autres. C'est quelle manière de parler à ta fille, ça là? Excuse-moi, papa. Affaire de gombo est devenue très compliquée. C'est compliqué. Quand nous serons en saison pluvieuse, il en aura en abondance et moins cher. Pour le moment, il faut goûter la sauce de maman. Je suis sûre que tu vas l'aimer. C'est toi là, même j'ai dit, il y a fait une sauce dans cette maison et puis il n'a pas aimé. Il faut goûter la sauce de ta femme. On va chanter pour lui. Il faut goûter la sauce de ta femme. On va bien me servir. Tu l'as pas me tuer.
Donc c'est doux comme ça. Je l'ai pas dit. C'est pas vrai. C'est 2000 francs qui a fait sauce comme ça là. Ah, c'est ça, tu vois là. Et puis il y a beaucoup de viande dedans comme ça. D'après les enfants, il y a un embouteillage dans la sauce. Le sac est là. C'est ça, un embouteillage de viande. Voilà, Sacrée Famille Tola, vous l'avez bien compris, ils nous ont déjà donné quelques pistes de solutions que nous allons creuser tout à l'heure avec nos différents experts. Pour l'instant, nous avons un reportage à vous proposer, précis, concis, et nous recevons juste après nos experts. Face au changement climatique, dans des pays comme le nôtre où l'agriculture est essentiellement pluviale. L'avenir réside que dans les grands aménagements hydro-agricoles et la petite irrigation à l'aide de motopompes afin de pouvoir produire toute l'année. En attendant la maîtrise de l'eau, la saisonnalité des produits vivriers s'impose à nous avec ses dictats. L'on plante dès les premières pluies autour du mois de mars et toutes les récoltes prennent fin en octobre-novembre. En période de sécheresse, les productions sont difficiles et peu abondantes. Résultat, les prix des denrées grimpent et le marché est cher. À titre d'exemple, avant la période d'abondance de la tomate qui va de juillet à septembre, le kilo de tomate peut coûter 2000 francs contre 250 à 300 francs lorsque le marché est bien approvisionné. La période favorable pour l'achat du maïs à un bon prix se situe entre octobre et décembre. Il en est également ainsi pour les produits comme la banane et l'igname. Alors si vous voulez devenir un consommateur averti, c'est le moment de vous familiariser avec le calendrier des productions des produits vivriers afin de maîtriser les périodes de pénurie et d'abondance pour le grand bien de votre budget familial. Voilà. Donc après ces judicieux conseils, donc ce reportage, nous allons recevoir nos différents experts. Monsieur Anon Bertin est notre premier invité. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes directeur des productions vivrières et de la sécurité alimentaire au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. C'est bien ça. C'est cela. Madame Bakayoro Lucie, madame, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes opératrice du vivrier et PCA de coopérative. C'est cela, madame, bonsoir. Miss Madi, bonsoir à vous. Bonsoir Mariam, je suis ravie de retrouver tous nos téléspectateurs avec qui j'ai encore quelques astuces à partager. On se reparle tout à l'heure. Monsieur Anon Bertin, dites-nous, quelles sont vos prérogatives? Le directeur des productions vivrières et de la sécurité alimentaire que je suis a pour mission principale d'élaborer les stratégies et la politique de développement des cultures vivrières en Côte d'Ivoire, depuis la production jusqu'à la transformation de ces produits, y compris la commercialisation sur certains volets. Donc vous êtes tout le long du processus de la chaîne jusqu'au consommateur? Jusqu'au consommateur, sur toute la chaîne. Vous encadrez la production en Côte d'Ivoire? Oui, nous encadrons. Quand il y a en abondance, c'est vous. Quand il y a pénurie, c'est vous. On peut le dire ainsi, on est au début de la politique, de l'encadrement, mais il y a des opérateurs sur le terrain qui sont chargés de mettre tous ces éléments en œuvre pour qu'ensemble on puisse atteindre ces objectifs. Très bien. Madame Bakayoro Lucie, alors vous êtes l'autre pendant, c'est-à-dire vous êtes dans le monde actif, donc du vivrier, présidente de coopérative. Alors c'est vous qui produisez pour nous nourrir? Bien sûr, nous produisons et aujourd'hui on a envie de faire même la chaîne des valeurs. C'est-à-dire produire, transformer et commercialiser. Produire, transformer, commercialiser. Donc vous travaillez forcément de concert avec le ministère? C'est notre ministère de tutelle. Très bien. Vous le savez, cette émission a pour objectif de donner la parole aux consommateurs. Nous avons promené notre micro ça et là, et ils ont des choses intéressantes et des questions précises à vous poser. On écoute la première d'entre ces personnes. Face au changement climatique, les pluies ne sont plus une garantie pour notre agriculture. Comment aider les producteurs à faire face à cette situation? Les prix ne sont plus une garantie pour l'agriculture, c'est vrai, quand on parle de changement climatique? Effectivement, le changement climatique a vraiment des impacts importants sur le calendrier agricole. Il pleut pendant qu'on n'attend pas et la pluie s'arrête pendant qu'on en a besoin. Donc, généralement, ça crée un véritable problème au niveau des producteurs qui ne savent pas actuellement à quel moment il faut commencer les semis. Pour faire un peu l'historique, il y a de cela 10 ans, vous pouvez fermer les yeux et puis l'encadrement va vous dire semer le 15 mars.
parce que tout est assuré avec la recherche, un calendrier agricole bien défini qui sait que de janvier chaud, vous pouvez faire les préparatifs, préparer le sol. 15 mars, on sait qu'il y a au moins eu au moins 2 à 3 pluies et que vous commencez à semer. Mais avec le changement climatique, on ne sait plus à quel moment. Et pour avoir ce nouveau changement, ce nouveau calendrier culturel, il faut au moins 30 ans de données. Et pour avoir ces données, on a besoin de stations pluviométriques agroclimatiques. Et c'est un peu ce que le ministère fait, installer des stations agroclimatiques dans toutes les régions, récolter les pluviométries et les analyser par la recherche pour nous actualiser. Une petite astuce déjà dans ce sens, généralement quand il pleut et que le producteur arrive à mesurer qu'il y a 10 à 20 mm de pluie dans le sol, à l'aide d'un pluviomètre évidemment, il peut s'aimer et attendre une pluie pendant une période de 15 jours. Donc c'est des méthodes qu'on essaie de vulgariser avec nos structures d'encadrement pour essayer de former les producteurs. À quel moment une deuxième pluie va arriver, mais si on sait que la première pluie, on peut pouvoir semer jusqu'à 15 jours, on entame le début de la saison. Si on a bien compris, vous avez pour préoccupation principale d'augmenter l'offre sur le marché. C'est ça. C'est cela. C'est ça. On comprend mieux pourquoi est-ce qu'on ne peut pas toujours avoir le même produit au même prix en permanence, avec tout ce que vous venez de nous dire. C'est bien ça. Tout dépend du calendrier de la culture. Très bien. Dans l'élément de reportage de tout à l'heure, nous avons vu qu'il y avait de récentes techniques, en tout cas appliquées ici en Côte d'Ivoire, la production hors sol. Alors c'est vraiment possible pour l'individu lambda de produire pour le consommateur? Oui, effectivement, tout ça rentre dans une stratégie globale de maîtrise de l'eau. C'est de produire sans attendre véritablement la pluie. Il y a deux volets essentiels. Il y a les grands aménagements hydro-agricoles avec des hectares où on installe les producteurs tout autour qui permettent de produire en toute saison. Et à côté de là, il y a la petite irrigation. On peut soit produire par des motopompes ou bien les producteurs qui sont à proximité des cours d'eau, ils vont creuser des puits pour essayer de prolonger la période de production. On peut également, si vous êtes dans un bassin encaissé, c'est-à-dire quand l'eau ruisselle et que vous êtes dans un bas-fond, vous pouvez barrer les différentes sorties de l'eau. Ça vous permet d'accumuler un peu d'eau pour pouvoir prolonger la saison de production. En termes de hors-sol, comme vous l'avez dit également, c'est véritablement la nouvelle technologie. La population augmente, les sites de production deviennent de plus en plus éloignés. Donc c'est un système très simple pour celui qui veut le faire à la maison. Il a juste besoin du substrat qui est composé. Le substrat, c'est ce qui remplace la terre. Donc il a juste besoin des fibres de coco. Il a juste besoin de la terre arabe, de riz qu'on a décortiqué. On en a ça en provision en Côte d'Ivoire. L'arachide décortiqué, tous ces sous-produits-là, il suffit de moudre ça, ça permet de faire le substrat. Et avec ce substrat, il suffit d'avoir un peu d'eau à la maison. Ça vous permet d'installer sur vos terrasses. Donc c'est possible sur tout type de culture, sur véritablement, on a l'information et on a la formation pour le faire. C'est bon à savoir, on a des pistes de solutions. Nous avons redonné la parole à un autre intervenant qui a une question pour vous. Avec la variation des prix du vivrier, acheter au tas n'est plus économique. À quand la vulgarisation des balances dans le marché? Les balances dans le marché, c'est effectif sur le terrain? Sur le terrain, on a beaucoup de balances sur les marchés, pas tous les commerçants. Mais on voit que le consommateur lui-même, il veut payer 100 francs, 200 francs, tous les jours partir et revenir. Au lieu de venir tous les jours pour payer 100 francs, il gagnerait lui-même à payer un coup. Par exemple, 1 kilo à 500 francs, que de venir tous les jours pour payer. Il peut dire, bon, moi je vais payer, par exemple, 100 grammes, 200 grammes, un demi-kilo. Et là, il va être gagnant. Monsieur Alain? Oui, pour la vente au kilo, c'est vraiment une politique assez importante au niveau du gouvernement. La campagne nationale a commencé l'année dernière avec un lancement officiel de Monsieur le ministre du Commerce. Et à cette occasion, des balances ont été offertes gratuitement à certains commerçants pour pouvoir l'utiliser. Comme elle a dit, les consommateurs préfèrent toujours le tas. Et deux fois même, ils exigent le tas. Pourquoi ils l'exigent? Ils pensent que le tas est moins cher et que c'est à portée de leur bourse. Parce qu'ils ont 100 francs pour payer du piment. Est-ce que selon eux, vendre au kilo, est-ce qu'ils peuvent en acheter? Alors que généralement, la vente au
au kilo. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter carrément 1 kilo. C'est certes l'unité de mesure qui est le kilo, mais il y a plusieurs composantes. Si vous en voulez 100 grammes, 10 grammes, 200, selon ta bourse, c'est véritablement plus économique. À titre d'exemple, si 1 kilo d'aubergine ou de piment qui coûte 250, 300 francs, si vous en faites des tas, vous pouvez en faire plus de 15 à 20 tas de 100 francs. 15 tas, ça fait 1500. Alors que à 250, 300 francs, vous avez payé la même quantité à un coût plus faible. Donc là également, c'est l'objet de toutes les campagnes qui sont menées dans cette émission, c'est de sensibiliser les consommateurs qu'on gagne mieux à payer au kilo que de rester dans l'état, qu'on pense que c'est moins cher. Mais est-ce que c'est systématique aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Quand on va au marché, est-ce qu'il y a effectivement la balance à disposition? Oui, normalement, on va en arriver, que ça soit vraiment systématique, que ce soit dans les supermarchés qui le font déjà, mais dans nos marchés ruraux, où généralement on est habitué au tas, c'est l'objet même de la campagne. Pour les grandes coopératives qui ont leur marché propre, il y a des balances qui sont installées, qui fonctionnent, mais les marchés qui se forment un peu dans les communes, c'est l'objet de la campagne pour qu'on puisse véritablement couvrir tous ces marchés-là de kilos. Mais comme je l'ai dit, il faut que les consommateurs sachent qu'ils gagnent en achetant 1 kilo que l'État. Et si c'est ça, c'est eux-mêmes qui vont exiger ces balances et ça va porter au niveau national. Vous avez dit quelque chose d'important, c'est que le consommateur ne savait pas particulièrement qu'il pouvait acheter en dessous du kilo. C'est ça. Mais est-ce que les femmes au marché aussi sont prêtes à vendre 100 grammes de piment avec la balance? Oui, mais il faut sensibiliser les gens au niveau de la production déjà. Parce que là, quand elles vont aller acheter, elles vont acheter au kilo. Elles vont venir revendre facilement au kilo. Puis elles vont acheter au kilo, elles vont revendre au kilo. Ce qui n'est pas pour le moment le cas. Déjà, elles font des efforts. Il y en a qui ont des balances sur le marché, qui vendent en kilo, mais forcément, ils n'ont pas payé en kilo. D'accord, il faut qu'il y ait cette parité des choses. Voilà. Très bien. Un élément peut-être pour ajouter, la vente au kilo n'est pas que sur les marchés urbains, mais chez le producteur également. Il faut pouvoir vendre au kilo. Parce que quand le commerçant arrive, il dit toute la bâchée, c'est tant, je prends tant. On ne connaît pas le contenu. Donc là également, il y a des balances romaines qu'on prend pour peser café et cacao, qu'on essaye, qui sont également vulgarisées au niveau du producteur de manioc, d'igname, pour pouvoir peser ces produits. Très bien. Nous avons un dernier intervenant qui souhaite s'adresser à vous. Il faut que le gouvernement jette un coup d'œil sur la commercialisation des produits vivriers. Parce que quand le champ et les marchés, il y a une très grande augmentation de prix. Grande augmentation de prix, les prix sont libres? Oui, au niveau du vivrier, les prix sont libres. Donc généralement, le prix dépend, comme on a dit, de l'offre et de la demande. En période d'abondance, vous voyez que le prix est très bas, mais en période où ça manque, le prix est également élevé. Mais qu'est-ce qui explique ces prix? Il y a quelques éléments qu'on peut citer. Il y a l'éloignement des zones de production. Vous voyez habituellement la zone côtière, ce sont des grandes zones de production, à Boisseau, Jacquesville, Dabou. Et maintenant, c'est véritablement occupé par les cultures de rente. Ananas, bananes, dessert, éveillard, palmier. Donc de plus en plus, les zones de production deviennent très éloignées. Vous prenez par exemple le manioc, on est maintenant approvisionné par Ma, Daloa, Tanda, Bunduku. Pour essayer d'avoir un prix un peu uniforme sur toute l'année, il y a une problématique qu'il faut régler. C'est l'organisation des filières en interprofession. Ce qu'on appelle interprofession, ça veut dire l'ensemble des acteurs, les producteurs, les commerçants, les transporteurs, les transformateurs, ils s'asseyent ensemble, ils sont ensemble et ils discutent. C'est déjà bouclé pour la filière riz, c'est déjà bouclé pour la filière oignon et c'est le manioc qu'on va commencer cette année. L'exemple de l'oignon est très parlant parce qu'on produisait de l'oignon à Korogo, dans la zone nord, parce que c'est là-bas qu'on peut le faire. Parce que l'oignon a besoin un peu de chaleur et de fraîcheur. Avec l'interprofession, tous les acteurs étant dedans, notre oignon local a intégré le circuit normal et il se vend normalement. Et les producteurs qui vivent de ça continuent
de le faire dans les différentes zones. Madame, on peut faire comme la famille Tola, c'est-à-dire on change totalement nos habitudes alimentaires? Il faut changer la manière de s'alimenter. Nous, pendant la crise, bon, c'est des mauvais souvenirs, mais des fois, on a oublié de revenir pour donner un exemple. Je suis du côté de Bingerville, mais sur le marché de Bingerville, il n'y avait seulement que les feuilles qu'on pouvait prendre pour faire des sauces. Il y en a qui n'avaient jamais mangé de feuilles de manioc, mais c'était rempli sur le marché, et tout le monde en achetait. Tout le monde vivait, et les gens même trouvaient que c'était vraiment une sauce qui était bien succulente, qu'ils n'avaient jamais consommée. Donc, il faut changer les habitudes alimentaires. Il n'y a pas la banane, mais il y a l'igname. On peut apprendre à manger l'igname. Il y a le manioc qui est là. Si on a mis juste un peu de banane, bon, ça va passer. Maintenant, chez nous à la maison, on peut aussi faire notre transformation. Il y a la transformation au haut niveau, mais il y a la transformation qu'on veut faire chez nous à la maison. Par exemple, j'ai eu assez de tomates. La tomate est bien mûre, tout est presque concassé. Mais je vais passer au mixeur, je fais bouillir ma tomate, je mets juste un peu d'huile, juste un peu de sel, ça bouge jusqu'à ce que ça finisse. Je ne mets pas de tomates. Même pour l'aubergine, pour les légumes, on peut faire bouillir et puis congeler. Donc c'est sur tout ça, vers tout ça qu'il faut tendre. En tout cas, je vous remercie. Et beaucoup d'informations sur ce plateau ce soir. Miss Madi, en plus des informations de nos experts, tu as des astuces pour nous. Vous l'avez compris, les produits vivriers sont soumis aux conditions climatiques et ne sont disponibles souvent qu'à des périodes très précises. Si vous voulez bien en profiter, voici 3 astuces. Première astuce, se renseigner et connaître le calendrier de production. Même si les changements climatiques affectent beaucoup ce calendrier, c'est toujours un bon indicatif pour connaître les périodes de production et vous permettre d'adapter votre budget. Deuxième astuce, adapter votre régime alimentaire. À l'exemple de la famille Tola, vous pouvez modifier votre menu en fonction des produits qui sont disponibles sur le marché. Ça vous permet surtout d'éviter les produits hors saison qui sont plus chers. Troisième astuce, achetez en grande quantité les produits conservables afin de les stocker. Si vous en avez la possibilité, faites le marché pour une semaine ou plusieurs semaines. Non seulement vous économisez en termes de transport, mais également vous avez la possibilité de négocier les prix puisque vous achetez en gros. Ces produits que vous avez achetés en grande quantité, vous pouvez les stocker, vous pouvez les conserver à l'aide de plusieurs techniques. Vous avez la fermentation, la déshydratation, la congélation. Toutes ces techniques, elles sont efficaces, elles ont des avantages, elles ont aussi des inconvénients. Alors, prenez le soin de bien vous informer avant de faire votre choix. Vous pouvez également transformer certains de ces produits, comme la tomate dont a parlé notre experte, afin de les consommer sur une durée plus longue. Voilà, ce sont nos astuces. Vous savez aujourd'hui comment faire pour bien profiter de vos produits en fonction des saisons de production. Toutes ces astuces, elles sont disponibles sur le site du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. N'hésitez pas non plus à partager vos astuces avec nous sur la page Facebook du Conseil national de lutte contre la vie chère. Je vous retrouverai avec plaisir pour de nouvelles astuces lors de la prochaine émission. Merci Miss Madi pour toutes ces astuces. Alors, vous avez vu énormément d'informations concrètes ce soir dans ce magazine Le Consommateur qui est formaté pour vous. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on a affaire à des consommateurs émergents, dans le sens où vous devez aller à l'information et nous sommes là pour servir de creuset pour toutes ces informations. Je ne peux que vous remercier d'avoir été là, mais surtout, restez à l'écoute. Bonsoir, consommateurs émergents.